Ravi de vous retrouver. Je suis, Stéphane Prouveau, de l'ADI. Je travaille au siège de l'association, au niveau du développement et des offres de services et je suis ravi de pouvoir, accueillir, Alban et Agnès, de l'Urssaf pour cette, 1re, webconférence de la semaine, semaine spéciale à l'ADI, semaine où nous organisons, de nombreux, événements, partout en France, en présentiel. On vous enverra les liens si vous voulez, retrouver tout ça et on organise aussi tout un cycle de webconférences, toute la semaine, 2 fois, par jour et donc on commence avec le sujet de la maîtriser la création de la micro-entreprise avec notre partenaire, de l'Urssaf. Donc, Alban, Agnès, ravi de vous retrouver, aujourd'hui. Heu, Bonjour. Bonjour. on est très content de pouvoir, compter, sur vous, à chaque fois pour l'animation de ces webconférences qui sont, on le sait, très, très suivies, qui, génèrent beaucoup de commentaires, beaucoup d'attentes et donc on est déjà à peu près, 400 personnes, aujourd'hui. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité parce qu'on sait qu'il y en a parmi vous qui êtes des fidèles de nos webconférences, organisées, sur l'ADI. Et qui est aussi, vous êtes nombreux lors des replays, sur notre chaîne YouTube. J'ai déjà vu la question là qui est arrivée sur est-ce que ce sera enregistré? Oui, la webconférence est enregistrée et sera retrouvée dès cet après-midi, sur la chaîne YouTube, de l'ADI et pour ce qui est du support, il vous sera partagé, dans le chat, par Alban et Agnès. Hem, je vais rapidement vous présenter, l'ADI avant de donner la parole à Alban et Agnès pour, le cœur du sujet. Donc très rapidement, vous vous êtes connectés aujourd'hui sur cette webconférence sur, maîtriser la création de l'auto-entreprise et pour vous donner un petit peu de visibilité, là, en France métropolitaine, il est 11h. La conférence va durer 1 heure et demie maximum. Donc voilà, pour ceux qui êtes en métropole, ce sera jusqu'à 12h30. Et oui, il y aura bien un replay. Donc l'ADI, on est partenaire de l'Urssaf. On est une association. On est une association qui a été créée il y a plus de 35 ans par Maria Nova, qui est une association reconnue d'utilité publique et qui œuvre pour favoriser l'insertion par l'activité économique et plus spécifiquement par la création de son entreprise. Et donc en fait, nous, notre public, il est très large. C'est toutes les personnes qui veulent créer leur entreprise et qui n'ont pas accès au crédit bancaire, au soutien des banques pour cela. Et donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on conseille, on finance toutes les personnes qui ont des projets d'entreprise, mais qui en sont empêchés par le manque de capital. Et donc ce qu'on fait, c'est du microcrédit à hauteur de 12 000 €, et un accompagnement, pour toutes les personnes qui passent par nos services, un accompagnement individuel et collectif avec des bénévoles. Et on a aussi une mission en fait, de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, pour défendre les droits, des auto-entrepreneurs, enfin des entrepreneurs individuels et notamment de ceux qui sont, sous le régime de la micro-entreprise, qui l'année dernière a fêté, ses 15 ans. Nous, la micro-entreprise, c'est quelque chose qu'on connaît bien à l'ADI. Beaucoup des personnes qui font appel à nos services, sont sous ce régime et c'est le sujet de la présentation, du jour. Je pourrais répondre par chat aux questions, sur l'ADI, et je vous enverrai également, quelques liens pour en savoir plus, à propos de l'ADI. Vous recevrez dans le mail récapitulatif aussi,
tout le détail. Désormais, place à la présentation, de l'Urssaf. Agnès, Alban, vous avez, la parole. Oui, merci. Merci beaucoup Stéphane. Simplement, avant de commencer, j'ai fait une petite demande pour savoir si des personnes d'outre-mer étaient connectées avec nous, parce que ça change quand même pas mal de choses au niveau notamment du montant des cotisations et de la manière dont c'est appliqué. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on vous mettra, là on est plus sur un document alors qui vous concerne complètement, à part sur ces taux-là, pour la métropole, mais on vous mettra également en lien le webinaire et surtout le diaporama que l'on a sur notre site spécifique pour l'outre-mer, puisqu'il y a une personne déjà qui a répondu qu'elle était de la Réunion. Donc on va pouvoir et de la Martinique, il y a aussi et de la Guadeloupe, oui. Donc effectivement, ne soyez pas trop attentifs, on fera des petits allers-retours, ne soyez pas trop attentifs au taux en ce qui vous concerne. Et puis, il y a une ou deux choses aussi, on vous préviendra sur les particularités. Donc, si on reprend avec Alban, on va vous donner un certain nombre d'informations générales sur l'auto-entreprise. Auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, c'est exactement la même chose. Hein. C'est une différence de vocable au fil du temps. Côté Urssaf, on est resté avec quelques-uns sur ce terme auto-entrepreneur qui avait été voulu justement par les créateurs pour la partie autonomie, pour la partie être tout seul, etc., etc. Ce qui reste pas moins vrai, c'est que ça reste une entreprise individuelle. Donc, à votre prénom, à votre nom, et surtout, elle est au régime fiscal de la micro-entreprise et à l'impôt sur le revenu. On y reviendra tout à l'heure. Pour être un peu plus large sur la protection sociale que l'on peut connaître en France, on va revenir un peu sur les missions principales de l'Urssaf, parce que très souvent, on sait qu'on doit payer, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on fait cette petite introduction par rapport à ça. En France, on a un système de protection sociale qui est solidaire et qui va permettre en fonction de chacun d'entre vous, vous permettre d'avoir un certain nombre de prestations, que ce soit pour déjà pour l'emploi quand vous êtes salarié, et si vous demandez si vous êtes licencié par exemple et que vous êtes à France Travail, il va y avoir bien l'assurance chômage qui va prendre le relais. Il va y avoir aussi bien évidemment des prestations pour la santé, pour la famille, pour la retraite, pour les maladies professionnelles, contre la pauvreté, pour les handicaps également. Donc on a ce système de protection sociale assez élargi. Et au niveau de l'Urssaf, en fait, une des missions principales, c'est de collecter l'ensemble de ces cotisations et de ces contributions sociales. Alors déjà pour les salariés du régime général, c'est-à-dire hors le monde agricole, on va dire globalement, et on va les collecter également pour un très grand nombre d'indépendants, et on va les reverser tous les jours auprès des organismes qui vont vous verser donc ces fameuses prestations. Alors, les plus connus, bien sûr, c'est pour la santé, pour la famille, pour la retraite, l'assurance chômage quand vous êtes salarié, mais c'est aussi pour ceux qui peuvent bénéficier d'aides, comme par exemple l'allocation adulte handicapé ou une partie pour le RSA ou la prime d'activité, etc. Et on les reverse tous les jours en moins de 5 heures à tous ces organismes qui versent des prestations. On le fait pour un peu plus de 800 partenaires. Et c'est comme ça qu'on peut garantir le financement de la sécurité sociale et également ce financement et ce système solidaire, et avoir ce modèle social que l'on connaît en France. Alors, on a plusieurs SAF en région, bien évidemment, que ce soit en métropole, mais aussi avec des caisses générales de sécurité sociale en outre-mer. Et vous le voyez, hein, on en a bien sûr en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane et à Mayotte. Alors, s'il y a des personnes de Mayotte, ce serait bien aussi de nous le dire, parce que c'est encore différent des autres départements français d'outre-mer. Donc, pour qu'on puisse vous adresser vraiment les documents dont vous avez besoin pour avoir les informations. Je vois qu'on a déjà outre-mer global, on a à peu près tout le monde. Il ne reste plus à savoir que si on a des personnes de Mayotte ou pas. Donc, on est
voilà, à peu près 16 000 à s'occuper de l'ensemble de vos dossiers. Et on fait ça pour un peu plus de 27 millions de salariés et environ presque 12 millions, puisqu'on attend les chiffres de cette année, d'employeurs et d'entrepreneurs. Vous voyez que pour reprendre juste le principe, pour vous donner une idée, on n'a pas encore la validation des chiffres 2024, mais en 2023, pour donner une idée, on a collecté un peu plus de 570 milliards de cotisations, dont 38% vont pour la santé, 29% pour la retraite, c'est vraiment les deux grands. Et puis, vous voyez qu'il arrive derrière la famille, le chômage, l'autonomie, etc., pour descendre de plus en plus. Et on fait ça, encore une fois, pour un peu plus de 800 partenaires. Alors, quelquefois, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc, on a aussi réalisé un site qui s'appelle « À quoi servent vos cotisations ?» pour avoir une idée de ce que l'on ne paie pas, quelquefois, notamment en ce qui concerne la santé. On a l'habitude aujourd'hui de donner une carte vitale et on ne se rend pas forcément compte de ce qui reste, de ce qui est payé et de ce qui est pris en charge directement par la sécurité sociale ou par les mutuelles. Eh bien, grâce à ce site, vous pourrez avoir plus d'informations sur cette partie-là. On a aussi, bien sûr, d'autres missions. Alors, on a une mission, bien sûr, déjà pour vous accompagner, on en reparlera tout à l'heure, au moment de la création de votre entreprise, mais aussi tout au long de la vie de votre entreprise. On verra, on a des offres, et notamment pour les auto-entrepreneurs qui dureront 9 mois. Alban vous en parlera tout à l'heure. On a aussi, bien évidemment, une mission de lutte contre le travail dissimulé, contre la fraude. Alors, pour garantir l'équité entre les différents acteurs publics, mais également pour faire de la prévention. Pourquoi ? Parce que, quand on devient travailleur non salarié, on va se constituer sa propre protection sociale, puisqu'il n'y aura plus l'employeur qui paiera une partie des cotisations. Et donc, il faut savoir que les travailleurs non salariés, historiquement aussi un petit peu, ont toujours préféré une protection sociale un peu à la carte, c'est-à-dire avec une base qui est assez solide, mais avec des compléments à prendre, puisqu'il y a des cotisations qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, la prévoyance qui vient compléter les indemnités quand vous êtes malade ou s'il y a une invalidité ou malheureusement s'il y a un décès, on y reviendra aussi. Donc, par exemple, vous ne cotisez pas de manière obligatoire à la prévoyance et vous êtes entre guillemets, obligé, si vous souhaitez avoir une protection sociale qui ressemble un peu plus à celle que vous connaissiez quand vous étiez salarié, de prendre ces contrats de prévoyance auprès d'organismes privés. Alors, merci Agnès pour cette présentation globale et générale sur la protection sociale. Maintenant, on va voir les thèmes qu'on va aborder plus précisément avec vous donc, pendant ce webinaire. Tout d'abord, on va vous présenter vos interlocuteurs en protection sociale, les grandes conditions et principes du statut de l'auto-entrepreneur, qui est une entreprise individuelle, mais avec des particularités liées au régime micro. Nous allons détailler l'exonération ACRE en début d'activité, et puis le calcul des cotisations avec ou sans l'ACRE, le versement libérateur de l'impôt, qui est aussi une spécificité pour l'auto-entrepreneur, et les modalités de déclaration de chiffre d'affaires et du paiement des cotisations sociales. Ensuite, on va vous présenter, et j'ai déjà mis le lien dans le chat, à quoi servent les cotisations. On va vous présenter les droits, et il y a déjà eu aussi des questions sur la protection sociale. Ne vous inquiétez pas, on va vous détailler ça sur la partie santé, sur la partie retraite et autres assurances. Ensuite, on verra la sortie du dispositif auto-entrepreneur, les services en ligne, l'action sociale et la mobilité internationale. En ce qui concerne vos interlocuteurs, alors il va falloir distinguer deux catégories d'auto-entrepreneurs. Si vous créez une auto-entreprise, alors vous serez travailleur indépendant, mais avec une activité artisanale, commerciale ou professionnelle libérale non réglementée, qui n'est pas rattachée à la CIPAV, je vais en parler juste après. Dans ces cas-là, vous aurez 3 interlocuteurs en protection sociale. Tout d'abord, l'URSSAF pour les déclarations de votre chiffre d'affaires et le paiement de l'intégralité de vos cotisations. Et ça va se passer sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou l'application mobile, mais on va en reparler plus en détail tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Deuxième point, c'est la santé pour votre couverture maladie, pour vous et vos ayants droit. Eh bien là, pas de changement par rapport à votre statut antérieur, eh bien vous êtes toujours couvert par l'assurance maladie
et l'accès en ligne se fait sur amélie.fr. Et enfin, pour la retraite, eh bien, c'est l'assurance retraite, la caisse de retraite des salariés, depuis le rattachement des travailleurs indépendants au régime général, qui va gérer vos futurs droits à la retraite, validation de trimestre, relevé de carrière, liquidation de retraite, etc. Point particulier qui concerne les activités qui relèvent de la CIPAV. Alors, je ne vais pas tous les citer, vous les avez sur le site de la CIPAV, mais on peut citer les architectes d'intérieur, les psychologues, les ostéopathes, par exemple, ou les guides conférenciers. Donc, il y a environ une vingtaine d'activités qui sont rattachées encore à cette caisse de retraite CIPAV. Dans ce cas-là, si vous avez cette activité, toujours 3 interlocuteurs, pas de changement, toutes vos cotisations sont à régler à l'URSSAF, toujours sur la plateforme auto-entrepreneur.ursaf.fr. Pour la santé, pas de changement non plus, c'est toujours l'assurance maladie par amélie.fr. Et en revanche, pour la retraite, eh bien, c'est cette caisse spécifique, la CIPAV, qui sera en charge de la gestion de vos futurs droits de retraite. Je vais vous remettre, avant que Agnès vous parle des conditions et principes, je vais vous remettre le lien du site de la CIPAV. Alors, effectivement, on va reprendre. Il y a d'ailleurs des questions qui sont en train d'être posées sur lesquelles on va revenir. Au niveau des conditions, je vous le disais tout à l'heure, donc ça reste une entreprise individuelle, donc à votre prénom, à votre nom, même si vous avez le droit d'avoir un nom commercial, mais qui juridiquement n'a aucune valeur, puisque cette entreprise individuelle, c'est une personne physique. Donc vous, contrairement à quand on crée une société où on est en personne morale. Et depuis 3 ans, puisque même un tout petit peu plus, c'était en mai 2022, vous avez l'obligation sur l'ensemble de vos documents, que ce soit vos devis, vos factures, vos conditions générales de vente, si vous avez un site internet, si vous avez des documents de communication, puis on le verra aussi si vous avez un compte bancaire, il faut ajouter cette mention EI avant ou après pour entrepreneur individuel, avant ou après votre nom et votre prénom. Et cette entreprise individuelle, comme je le disais tout à l'heure, elle est donc au régime fiscal de la micro-entreprise et à l'impôt sur le revenu. Ça, c'est un package. On n'a pas de choix d'option, contrairement à certains autres statuts juridiques. Dans ce régime de la micro-entreprise, on a 4 grands principes. On va raisonner en chiffre d'affaires, c'est-à-dire on va avoir un chiffre d'affaires maximum pour une année civile complète qui sera donc proratisé, c'est-à-dire que si vous commencez en cours d'année, ce n'est pas 188 700 € par exemple pour de la vente ou de la fabrication et de la vente et 77 700 € pour des prestations de services, que ce soit en BIC, en BIC ou en bénéfices industriels et commerciaux, tout ça, ça veut dire la même chose, ou en activité libérale ou en prestations de services en BNC, en bénéfices non commerciaux, mais ce sera une proratisation. On vous a d'ailleurs mis un exemple dans le petit rectangle le bleu. Donc, en fonction du jour où vous commencez votre entreprise, eh bien, il faudra calculer le nombre de jours qui restent jusqu'à la fin de l'année et faire la même opération de ce qui est indiqué dessous. Et si vous avez une double activité, par exemple une activité de vente et une activité libérale, par exemple, eh bien, vous pourrez faire maximum 188 700 €, dont 77 700 €. Et évidemment, si vous commencez en cours d'année, les 2 chiffres d'affaires seront proratisés. Ensuite, on en a entendu beaucoup parler depuis le début de l'année. Donc, pour 2025, eh bien, on reste sur les anciennes règles, c'est-à-dire qu'on est en franchise de TVA. Franchise de TVA, ça veut dire que vous ne facturez pas la TVA à vos clients, mais vous ne la récupérez pas non plus sur les achats que vous allez faire jusqu'à certains seuils. Ces seuils, il y en a 2. Soit si vous dépassez, et là aussi c'est proratisé en fonction du nombre de jours au moment où vous commencez dans l'année, eh bien si vous dépassez pour une année civile complète 93 500 € pour la vente et 41 250 € pour les autres activités, à partir de là, vous devez facturer tout de suite de la TVA à vos clients. Donc ça s'appelle de la TVA collectée. Mais en même temps, l'avantage, c'est que sur les achats que vous ferez à titre professionnel, vous pourrez aussi non pas déduire la totalité du montant de l'achat, mais déduire la TVA sur ces achats-là. Et donc, ça, c'est de la TVA déductible. Et ce que vous reversez aux impôts, c'est la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. Et pour facturer de la TVA, autant dans un premier temps, quand vous êtes en franchise de TVA, vous devez faire des factures avec l'article 293B du Code général des impôts qui vous permet de ne pas facturer de TVA. Et dès que vous allez la facturer, il faudra demander l'activation de votre numéro de TVA intracommunautaire
au service des impôts des entreprises pour que vous puissiez à ce moment-là faire des factures avec un montant hors taxe, un montant de TVA et un montant de TTC. Et puis, les 2 derniers principes, c'est qu'on ne déduit aucune charge. Ça veut dire que si vous avez du matériel à acheter, si vous avez un ordinateur à acheter, vous ne pourrez pas déduire la totalité de la somme de cet ordinateur ou de ce matériel. En revanche, si vous avez dépassé les seuils de TVA et que vous devez facturer de la TVA, à ce moment-là, vous pourrez récupérer la TVA sur cet ordinateur ou sur ce matériel. Ça, c'est pour l'année en cours. Et si vous êtes dans un entre-deux, encore pour cette année, si vous êtes entre 37 500 et 41 250 euros de chiffre d'affaires encaissé et de chiffre d'affaires encaissé hors taxe, eh bien, vous allez pouvoir aller jusqu'à la fin de l'année sans facturer de TVA, mais dès le 1er janvier 2026, vous serez obligé de facturer de la TVA et ça sera le même cas si vous faites de la vente, si vous êtes entre 85 000 et 93 500 euros. Donc, on a plusieurs cas. Très certainement, en fonction de tout ce qu'on a entendu, il va y avoir des évolutions encore pour 2026, mais aujourd'hui, c'est applicable de cette manière-là pour l'année 2025. Ensuite, c'est pas parce que on est sur une entreprise qui va être très facile à gérer une fois qu'elle va être créée que la préparation n'est pas de la même manière que pour n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle société. C'est-à-dire qu'avant de commencer, il faudra faire une étude de marché, un prévisionnel, un business plan, déterminer vos prix de vente, déterminer votre cible aussi, savoir comment vous allez communiquer, savoir comment vous allez aussi faire la commercialisation, c'est important. Parce que ça sera votre job de chef d'entreprise. À la suite, vous aurez minimum 2 métiers. Votre métier technique, on va dire celui pour lequel vous avez envie de créer une entreprise, et le métier de chef d'entreprise parce qu'il faudra obligatoirement être toujours en alerte, savoir comment vous allez mieux vous démarquer de vos concurrents, comment vous allez progresser, comment vous allez peut-être gagner du temps sur certaines choses que vous faisiez. Tout ça pour que ce soit le plus rentable possible pour vous. Une fois que vous avez tout préparé, eh bien, vous allez pouvoir immatriculer votre entreprise sur aujourd'hui le guichet unique de l'INPI, qui est le seul site en fait à partir duquel vous pourrez faire vos immatriculations, puis les modifications, et c'est pour ça que je réponds à une question que j'ai aperçue tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez avoir, si vous devez déménager, c'est une modification et vous serez obligé de faire une formalité sur le guichet unique de l'INPI. Quand vous allez créer pour la première fois, si vous n'avez jamais eu de numéro SIRET, vous pouvez créer votre compte en ligne sur le site ou vous faire accompagner par les chambres consulaires ou par l'ADI pour créer votre activité. Dès que vous voulez faire une modification, vous êtes obligé d'avoir une signature électronique, on va dire. Donc, soit l'identité numérique auprès de la Poste, soit passer par France Identité si vous avez les nouvelles cartes d'identité. En tout cas, il faut bien passer par ce France Connect Plus depuis toujours le site de l'INPI, parce qu'autrement, vous arrivez à la fin de votre modification et vous ne pouvez pas la signer, donc vous êtes obligé de recommencer. Donc, oui, pour la personne qui va déménager, alors, il faut bien faire une formalité et non, vous ne garderez pas le même numéro SIRET, vous garderez les 9 premiers chiffres, le SIREN, mais les 2 derniers chiffres, chaque fois que vous allez déménager, vont être changés puisque c'est en fonction de l'adresse où vous allez immatriculer votre entreprise. Donc, ce guichet unique, dès que vous aurez besoin de faire une modification, une radiation, une création, un ajout d'activité, il faudra repasser par ce site-là. À partir de la 2e année, si vous dépendez de la chambre de métier ou de la chambre de commerce, vous aurez aussi des petites taxes de chambre consulaire, de frais de service, on va dire, qui seront maximum pour la chambre de métier de 0,48%. Il faut que vous ayez dépassé les 5 000 euros de chiffre d'affaires pour être soumis à cette taxe. Et il ne faut surtout pas oublier aussi qu'en ce qui concerne un certain nombre d'activités, alors, ce n'est pas pour ça que les autres activités ne doivent pas avoir une formation, un diplôme, une expérience, etc. Mais il y a des activités où elles vont être vraiment
valider à ce moment-là de l'immatriculation, notamment pour ce qui est artisanal et notamment dans la partie bâtiments et travaux publics, puisque vous serez obligé d'avoir soit un diplôme, soit une expérience professionnelle au moins de 3 ans pour que la chambre de métier valide le fait que vous ayez le droit, effectivement, de pouvoir exercer. C'est le même principe pour, il y a aussi ce genre de qualification à avoir au moment de l'immatriculation pour les coiffeurs, pour l'esthétique, etc. On est vraiment autour de l'artisanat. Pour les autres, encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas besoin de, bien sûr, de qualification, mais ce n'est pas validé à ce moment-là. Et puis, il y aura aussi tout ce qui va venir autour pour vous protéger et pour protéger aussi vos clients, et notamment les assurances. À titre personnel, quand vous louez une maison ou quand vous avez une maison, vous avez une assurance pour votre habitation, et vous avez aussi une responsabilité civile personnelle, en général, qui est toujours adjointe à cette assurance maison. Et bien là, il faudra, c'est un très fort conseil en tout cas, prendre une responsabilité civile professionnelle. Et pour tous ceux qui sont dans le bâtiment, là, c'est une obligation. Par contre, vous serez obligé d'avoir soit une décennale, soit pour les peintres, une biennale, ou certaines assurances font une assurance un petit peu moins élevée que la décennale, puisqu'ils considèrent que c'est plus de l'esthétique et qu'on ne touche pas aux fondations même de la maison. Mais c'est une obligation côté artisan du bâtiment et des travaux publics. Et puis, pour tous ceux qui vont travailler auprès de particuliers, eh bien, en fait, vous allez être obligé, alors là, c'est une vraie obligation, d'avoir un médiateur de la consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que à certains moments, on peut avoir un litige avec un client. Bon, ça peut arriver. Le mieux, c'est d'essayer de régler ça vite fait à l'amiable entre deux. Ça va beaucoup plus vite et ça coûte moins cher en général. Mais quand vous travaillez pour des particuliers, depuis la loi de la consommation, c'était en 2016, vous êtes obligé d'avoir ce médiateur de la consommation qui va en fait essayer, ça va être un peu comme une deuxième tentative de règlement à l'amiable avant vraiment de s'adresser à la responsabilité civile ou à la décennale. Vous avez des médiateurs qui sont référencés par les pouvoirs publics. On vous a mis le lien là. C'est vraiment des médiateurs spécifiques pour les professionnels. C'est ni le médiateur de votre assurance, ni le médiateur de votre banque, ni rien du tout. Ils sont vraiment spécialisés pour les professionnels qui s'adressent à des particuliers. Si vous ne travaillez que pour des entreprises, vous n'avez pas besoin d'avoir ce médiateur de la consommation. Attention, un litige, on s'en aperçoit pas toujours, mais ça peut être quelqu'un qui vous confie des documents, un objet, etc. par rapport à votre activité, et vous le cassez, on vous vole, il arrive quelque chose. Eh bien, c'est pas votre assurance responsabilité civile personnelle qui prendra en charge, ce sera bien la professionnelle. Donc attention. Dès que vous pouvez, essayez de prendre cette responsabilité civile. Et je crois que d'ailleurs, l'ADI a aussi des possibilités pour les assurances, pour vous avoir des prix assez compétitifs. Ensuite, au niveau du compte bancaire, alors, même si on vous le recommande, et je pense que toutes les structures d'accompagnement à la création d'entreprise vous recommandent d'avoir un compte spécifique pour votre entreprise. Pourquoi? Parce que déjà, pour faire un petit peu les actes de gestion dont je parlais tout à l'heure, savoir où vous en êtes, savoir ce que vous avez dépensé, ce que vous avez rentré, qu'est-ce qui vous reste, etc., ça sera plus facile si vous avez un compte où il n'y a que du pro plutôt que d'aller chercher au milieu de vos dépenses personnelles. Et donc, vous allez avoir sur ce compte bancaire aujourd'hui qui, avec cette mention EI, sera forcément un compte professionnel. Mais ça a eu pour avantage aussi, donc depuis 3 ans, que les banques ont vraiment fait des offres spécifiques pour les auto-entrepreneurs à des prix aussi très compétitifs. À vous de voir avec vos banques et avec une ou deux banques pour faire des comparaisons et savoir qu'est-ce qui vous semble pour vous le plus approprié. Toutefois, si vraiment vous ne voulez pas prendre un compte bancaire dès le début, vous n'êtes pas obligé de le faire tant que pendant 2 années consécutives, vous n'avez pas fait au moins pour chaque année au moins 10 000 € de chiffre d'affaires. Par exemple, vous créez cette année, vous faites 10 200 €. En 2026, vous faites 12 000. Et vous avez dépassé 2 fois les 10 000 €. Là, à ce moment-là, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire dédié pour votre activité professionnelle de l'auto-entrepreneur. Je ne reviens pas sur le fait de mentionner la mention EI, j'en ai parlé tout à l'heure, sur l'ensemble des documents. Ça aussi, c'est une obligation. Et donc, faites attention. Juste pour donner une idée, ce n'est pas pour vous faire peur, mais le médiateur de la consommation, s'il y a des contrôles, alors
pour l'instant, ce que l'on connaît, c'est plutôt assez pédagogique en disant vous ne l'avez pas, vous le mettez en place et on revient voir si vous l'avez. Ce sont des personnes aussi de certains ministères qui font ces contrôles-là. Si ce n'est pas fait, l'amende peut aller jusqu'à 3 000 €. Franchement, par rapport au coût de la médiation par an, où on peut arriver à en trouver entre 30 et 50 € en adhésion par an, je ne pense pas que ça vaille le coup de tenter et de risquer d'avoir ces amendes-là. C'est la même chose, même si c'est moins cher, pour l'entreprise individuelle. Il faut aussi, c'est une obligation d'avoir cette mention EI. Ensuite, pour votre protection sociale, justement, on va appliquer un taux forfaitaire en fonction de votre activité. On va y revenir sur ces taux-là juste après, qui vont être appliqués sur votre chiffre d'affaires encaissé et hors taxe. Ça veut dire que même si vous dépassez les montants que vous êtes obligé de facturer de la TVA à vos clients, ce sera toujours le chiffre d'affaires hors taxe que vous déclarerez à l'URSSAF, aux impôts, à France Travail si vous avez des allocations de retour à l'emploi, à la CAF si vous avez des aides, RSA, primes d'activité, etc. On reste toujours sur le montant hors taxe et encaissé. Encaissé, ça veut dire quoi? Ça veut dire si, par exemple, vous travaillez avec des entreprises et quelquefois, on le sait, qui paient avec 1, 2, voire malheureusement, quelquefois plus 2, 3 mois de retard, vous attendez d'avoir encaissé l'argent et vous ne le déclarez qu'à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ça vous évite de faire l'avance du paiement des cotisations et ça préserve votre trésorerie de cette manière-là. Et bien, dans ce taux qui sera appliqué à votre chiffre d'affaires hors taxe encaissé, vous allez cotiser pour tout ce qui sera maladie, maternité, paternité, la retraite de base, la retraite complémentaire, les indemnités journalières, les allocations familiales, la CSG-CRDS et on rajoutera aussi un petit pourcentage, vous le voyez, il est très faible puisque c'est 0,10 pour les commerçants, 0,20 pour les professions libérales et 0,30 pour les artisans pour la contribution à la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que vous allez garder votre CPF, votre compte personnel de formation si vous en avez déjà un aujourd'hui. Pour autant, vous avez des formations qui ne sont pas référencées par le compte personnel de formation pour les travailleurs non salariés et vous avez encore des fonds de formation qui sont spécifiques. C'est l'AGFIS pour les commerçants, le FIFPL pour les professions libérales et le FAFCEA pour les artisans. Et donc, ces fonds de formation peuvent vous octroyer, alors il y a des conditions bien sûr, des aides financières cette fois tous les ans, mais qui ne se cumulent pas, contrairement au CPF qui lui peut se cumuler jusqu'à hauteur de 5 000 € et après il bloque si vous ne vous en servez pas. Mais côté indépendant, vous pouvez avoir une aide financière tous les ans, mais cette fois ça ne se cumule pas, c'est-à-dire s'il y a une année vous ne suivez pas de formation, et ben c'est perdu, vous ne pourrez pas le cumuler l'année suivante pour en faire une plus importante. Alors, pour le paiement de l'impôt sur le revenu, il y a deux possibilités pour les auto-entrepreneurs. Soit on va dire la déclaration classique de droit commun, c'est-à-dire que là, pour certains d'entre vous, vous avez encore un peu de temps pour faire vos déclarations jusqu'à demain, je crois, ou jusqu'au 3 pour certains départements. Pour les autres, c'est déjà terminé. C'est-à-dire que l'année prochaine, pour ceux qui vont créer en 2025, entre avril et juin, il faudra faire votre déclaration de revenus personnels et y ajouter le montant de chiffre d'affaires encaissé que vous aurez eu de par cette activité d'auto-entrepreneur. Les impôts, avant de réintégrer ce montant de revenus dans votre foyer fiscal, vont faire des abattements forfaitaires pour frais professionnels. Ils seront de 34% si vous êtes en bénéfices non commerciaux, de 50% si vous êtes en prestation de services en BIC, en bénéfices industriels et commerciaux, et de 71% si vous êtes dans la vente ou la fabrication et la vente. Donc, ce sont des forfaits qui sont quand même importants, qui peuvent vraiment réduire le montant de votre chiffre d'affaires. Ça sera réintégré à vos revenus de votre foyer fiscal, encore une fois, et à ce moment-là, les impôts feront le calcul de l'impôt que vous devrez payer. Et puis, il y a une option qui s'appelle le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors, si vous ne payez pas d'impôt ou très peu, si vous ne pensez pas faire un gros chiffre d'affaires pour la première année, ce qui arrive souvent et ce qui est tout à fait normal, il faut bien le temps un peu de développer, même s'il y a des activités qui démarrent plus vite que les autres, ce n'est pas la peine de prendre ce versement libératoire. Pour les autres, il faut regarder déjà, est-ce que vous y avez droit? On y a droit si on a un revenu fiscal. Alors, il faut prendre sur votre feuille d'imposition de 2023, si vous créez en 2025, qui est inférieur
par personne à 28 797 €. Si vous êtes au-dessus, vous n'y avez pas droit. Si vous êtes en dessous, vous y avez droit, mais ce n'est pas forcément intéressant. Pourquoi? Simplement parce que même si ça vous paraît plus simple, parce que vous le payez au fur et à mesure, même si ça vous paraît pas très élevé parce que les taux sont assez faibles, ils sont de 1% pour la vente, 1,7 pour les BIC, 2,2 pour les BNC, Alban en reparlera. Ils sont par contre appliqués sur la totalité du chiffre d'affaires. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les abattements étant quand même assez importants, quelquefois, eh bien, c'est pas intéressant de le prendre parce que vous allez payer des impôts dès le premier euro, alors que si ça se trouve, avec les abattements, vous n'auriez pas payé d'impôts. Donc, ça veut dire, si vous n'êtes pas sûr, il faudra faire des simulations sur le site impôts.gouv.fr. Et si vous vous êtes trompé parce que vous avez déjà créé, que vous avez cliqué un petit peu sans trop savoir sur ce versement libératoire, ou si vous n'avez pas pris ce versement libératoire et que ça pourrait être intéressant pour vous, vous avez 3 mois au départ pour pouvoir le changer. Et après, tous les ans, au mois de septembre, vous pouvez refaire des simulations pour savoir si sur l'année suivante, ce serait intéressant pour vous ou de le prendre ou de le supprimer, parce que si votre chiffre d'affaires et ce que l'on espère pour vous augmente au fur et à mesure, ça sera de plus en plus intéressant pour vous de le prendre. Mais à un moment donné, le montant des 28 797 € qui sera augmenté un peu tous les ans, mais qui va peut-être arriver à ce que vous le dépassiez, vous n'y aurez plus droit et il faudra bien supprimer cette option parce qu'autrement, les impôts feront une régularisation. Donc, ce versement libératoire, faites-vous accompagner pour le choix parce que c'est pas l'option la plus facile à prendre. Donc, je suis certaine que les personnes de l'ADI pourront vous accompagner également sur cette partie-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle la cotisation foncière des entreprises qui va vous permettre de payer en fait une partie, si vous avez plus de 5 000 € de chiffre d'affaires, là aussi, sur le fait d'immatriculer une entreprise, qu'elle soit chez vous, qu'elle soit dans un autre lieu, qu'elle soit dans une structure de domiciliation, ce qu'on appelle un peu plus communément, j'ai une boîte aux lettres, voilà, que j'ai prise dans une société. Eh bien, le fait d'immatriculer, vous pouvez être soumis à cette cotisation foncière des entreprises. Jamais la première année, éventuellement à partir de la fin de la deuxième année, avec des conditions particulières et quelques exonérations, là aussi à voir avec les impôts, puisque c'est vraiment le service des impôts des entreprises qui va gérer cette cotisation foncière. Et donc, ça veut dire que si vous avez dépassé 5 000 €, vous pouvez également avoir cette cotisation à régler. Faites juste attention par rapport à ça pour tous ceux qui vont vouloir immatriculer chez eux, ce qui est une possibilité. Pour ceux qui sont propriétaires, aucun problème. Pour ceux qui sont locataires, n'oubliez pas de demander à votre propriétaire ou à votre syndic de copropriété. Si vous êtes logé dans une structure gérée par tout ce qui est bailleurs sociaux, il faut demander si vous avez le droit d'immatriculer une entreprise à cet endroit-là. Et si vous n'avez pas le droit, eh ben, c'est là où il faudra éventuellement aller dans une structure de domiciliation pour avoir la possibilité d'avoir une adresse pour votre siège de l'entreprise. Alors, on va maintenant parler de l'ACRE. Il y a déjà eu pas mal de questions sur ce sujet. Avant d'entrer dans cette partie, j'ai eu beaucoup de questions sur le chat qui concernent tout simplement la notion du chiffre d'affaires. Donc, je le dis là oralement parce que je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Le chiffre d'affaires, ce sont les recettes, tout ce qui rentre dans la caisse de l'entreprise sans aucune déduction possible. Vous ne pouvez pas déduire les dépenses, les charges, les frais d'exploitation. C'est le principe du régime micro, avec des avantages et des inconvénients, avec des taux de cotisation, on va voir, plus réduits qu'au régime réel. En revanche, si on veut déduire les dépenses, eh bien là, il faut être sur un autre régime fiscal qui s'appelle le régime réel. Je le dis oralement parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Alors, on va maintenant parler de l'ACRE, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. C'est une exonération partielle qui va s'appliquer pendant la période de début d'activité. La particularité pour les auto-entrepreneurs, c'est qu'il faudra d'abord répondre à au moins une condition parmi les conditions qui sont listées ici. Alors, je ne vais pas toutes les lister, mais les 4 principales, eh bien, c'est le demandeur d'emploi indemnisé, le demandeur d'emploi non indemnisé mais inscrit
au moins 6 mois au cours des 18 derniers mois, les bénéficiaires des minima sociaux et les moins de 26 ans. Bon, après, il y a d'autres critères qui sont un peu plus particuliers. Donc, si on répond à un de ces critères, eh bien, on va pouvoir être éligible à l'ACRE. Et la deuxième particularité, c'est qu'il faudra faire une demande sur le site auto-entrepreneur.urssaf.fr. Il y a une page dédiée, Demandez l'ACRE, où on vous rappelle les conditions d'éligibilité. On vous met en ligne le formulaire, enfin à télécharger en PDF, mais que vous pouvez remplir directement en ligne de demande, et vous avez le lien direct pour renvoyer votre demande. Tout ça sur la même page, Demandez l'ACRE. Il y a, même si vous faites cette demande et que vous remplissez les conditions, il faut savoir aussi quand même qu'il y a 2 cas de refus possibles si on a déjà bénéficié de l'ACRE au cours des 3 dernières années. Donc, si vous avez déjà bénéficié au cours des 3 dernières années, vous ne pouvez pas en rebénéficier. Et puis, il faut être considéré comme créateur, et donc vous ne pouvez pas en bénéficier si vous reprenez en fait une activité, la même activité, dans un laps de temps avec un battement de moins d'une année civile. Donc là, vous ne serez pas considéré comme créateur. Donc ça, c'est les 2 possibilités de refus. Alors, l'ACRE, quels vont être les avantages de cette exonération partielle? Eh bien, c'est le bénéfice d'un taux minoré pendant 3 trimestres. Ce n'est pas vraiment une année, en réalité, c'est 3 trimestres civils qui suivent le trimestre d'affiliation, le début d'activité. Donc, on m'a posé une question dans le chat tout à l'heure qui était un petit peu liée à ça. Est-ce qu'il est plus intéressant de démarrer en début de trimestre civil? Alors oui, sur le sujet de l'ACRE, effectivement. Pourquoi? Parce que vous avez pris 3 exemples pour que ça soit plus concret. Vous démarrez un 13 janvier, on est au premier trimestre. Donc ça compte pour 1, plus 3 trimestres. L'ACRE va durer jusqu'au 31 décembre. Si on démarre le 24 mars, on est toujours au premier trimestre, même s'il n'y a plus que 6 jours ou 7 jours. Et donc, on aura l'ACRE, encore une fois, que jusqu'au 31 décembre. En revanche, si on commence le 2 avril, eh bien, on a changé de trimestre civil, on est au 2e trimestre, qui va compter pour 1, plus 3 trimestres, on aura l'ACRE jusqu'au 31 mars. Vous voyez, là, par exemple, on est le 2 juin, eh bien, si on démarre en juin, on aura l'ACRE uniquement jusqu'au 31 mars, alors que si on démarre début juillet, on aura l'ACRE jusqu'au 30 juin. Donc, il faut quand même connaître cette règle si on veut optimiser le bénéfice de l'ACRE. Ensuite, le taux de cotisation. On a posé beaucoup de questions dans le chat, donc je vous les donne maintenant, et vous les avez bien sûr dans les guides que j'ai mis en lien dans le chat, les 2 guides. Mais les taux de cotisation vont être minorés, donc 50% de minoration pendant cette période que j'ai expliquée, selon la nature de l'activité. 6,20% si on est en activité de vente de marchandises BIC, 10,6% en activité prestation BIC, 12,30% pour les prestations de services BNC, et pour les professions libérales relevant de la CIPAV, dont j'ai mis plusieurs fois le lien pour les activités rattachées à la CIPAV, 13,9%. À ces cotisations vont se rajouter le versement libératoire de l'impôt si vous avez opté pour l'option. Si vous avez opté pour l'option, eh bien, le pourcentage d'impôt fixe va se rajouter et automatiquement, quand vous ferez votre déclaration, il va automatiquement se rajouter. Donc, un exemple, si vous êtes en prestation de service BNC, 12,30, 2,2% de versement libératoire, le taux va être de 14,5. Ça, c'est pendant donc la période de l'ACRE. Il faudra aussi rajouter la contribution à la formation professionnelle. Agnès en a parlé tout à l'heure, mais ne vous inquiétez pas, quand vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires sur auto-entrepreneur.urssaf.fr, vous remplissez juste le chiffre d'affaires. Après, c'est le système qui va calculer le taux de la cotisation, le versement libératoire si vous avez opté, et la contribution à la formation professionnelle. Ensuite, à la fin du bénéfice de l'ACRE, si vous en avez bénéficié, ou dès le démarrage, si vous ne bénéficiez pas de l'ACRE, eh bien, vont s'appliquer les taux classiques, on va dire, en rythme de croisière. Alors, ces taux de cotisation, même principe, vous allez faire une déclaration sur auto-entrepreneur.urssaf.fr. Le taux de cotisation va dépendre de la nature de l'activité. En activité de vente de marchandises, le taux sera de 12,30, prestation de service BIC 21,2, BNC 24,6 et rattaché à relevant de la CIPAV, 23,20.
Le taux du versement libératoire de l'impôt, lui, ne change pas, et il se rajoute si vous avez opté pour ce versement. Donc là, je vais reprendre un autre exemple. Si vous êtes en prestation de service BIC, 12,20 en rythme de croisière, donc soit dès le démarrage si vous n'avez pas l'ACRE ou après le bénéfice de l'ACRE. Et si vous avez opté pour le versement libératoire, eh bien ça se rajoute et ça fait 22,9. Donc voilà, ça vous avez les taux, mais encore une fois, je le répète, le système vous calculera automatiquement, vous n'aurez pas à faire ces calculs, vous aurez juste à déclarer votre chiffre d'affaires. Au niveau des modalités de déclaration de chiffre d'affaires et de paiement. Les déclarations et les paiements doivent être effectués obligatoirement en ligne. Mais vous avez le choix entre une déclaration mensuelle ou trimestrielle. Alors là, très très important, si vous êtes inscrit à France Travail, eh bien, il faut impérativement choisir la déclaration mensuelle, parce que tout simplement, France Travail va vous demander des justificatifs mensuels. Et puis pour les autres, si vous n'êtes pas inscrit à France Travail, là, vous pouvez choisir indistinctement le mensuel ou le trimestriel. Bon, sachant que le mensuel, c'est quand même plus souple, mais là, vous avez, entre guillemets, le choix. Donc, si vous êtes inscrit à France Travail, le mensuel impérativement. La déclaration du chiffre d'affaires, une notion aussi très importante, peut paraître simple, mais c'est très important de le rappeler. La déclaration est obligatoire, quel que soit le montant du chiffre d'affaires que vous avez effectué. Ce qui signifie que si un mois ou un trimestre, vous n'avez pas encaissé de chiffre d'affaires, il est impératif de faire une déclaration à 0. Ça, c'est très important parce que sinon, eh bien, nous, on n'a pas la déclaration. Et là, eh bien, ça peut être bloquant pour tout un tas de choses, en l'occurrence, par exemple, des attestations. Donc, la première déclaration sera attendue après au moins 90 jours, après la date d'immatriculation. Et là, vous aurez de toute façon du temps en démarrage. Un exemple, si vous créez, là on a pris en octobre, si vous êtes en mensuel, eh bien, si vous créez, je vais prendre l'exemple du mois de juin, si vous créez au mois de juin, eh bien, en mensuel, juin, juillet, août, septembre, c'est au mois d'octobre que vous aurez à effectuer au plus tard les déclarations de chiffre d'affaires. Sachant que dès que vous allez recevoir votre notification d'affiliation de l'URSSAF, vous pourrez anticiper les déclarations de chiffre d'affaires pour, par exemple, fournir plus rapidement les justificatifs à France Travail. Au niveau des modalités de paiement en ligne, eh bien, comme je l'ai dit, les déclarations se font exclusivement sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous allez devoir créer un compte en ligne ou l'application mobile Auto-entrepreneur URSSAF téléchargeable sur Apple Store ou Play Store. Et c'est sur cette application ou ce site que vous allez effectuer tous les mois ou tous les trimestres impérativement votre déclaration. Alors toujours le mois, si vous êtes en mensuel, c'est toujours évidemment après le mois suivant. Il faut attendre que le mois soit terminé pour pouvoir effectuer votre déclaration. Vous déclarez votre chiffre d'affaires, je l'ai dit, le montant à payer est automatiquement calculé en fonction de la nature de votre activité. Et ensuite, vous pourrez faire soit un télépaiement, c'est-à-dire que là, vous allez rentrer vos coordonnées bancaires sur le site sécurisé, bien évidemment, ou faire un paiement par carte bleue ou même par virement, toujours par le site ou l'application mobile. Alors, Alban, merci. Juste avant d'enchaîner sur les prestations, je vais répondre à une ou deux questions et revenir sur ce que là où j'ai pas pu répondre, où il y a plusieurs questions. Le début de votre activité, c'est soit si, quand vous faites votre immatriculation sur le guichet unique de l'INPI, soit vous précisez une date de début d'activité. Il y a une petite case où vous pouvez mettre ce début d'activité. À ce moment-là, ça sera cette date-là qui sera prise en compte. Si vous ne précisez pas au niveau de la date de début d'activité, si vous ne prenez rien, on prendra le jour où vous avez fait la déclaration sur le site de l'INPI. Ça, voilà, pour la date de début, c'est ça. Ensuite, simplement pour les personnes qui sont à la retraite. Alors, effectivement, vous n'avez pas droit à l'ACRE. Alban a parlé de ceux qui avaient droit, excepté si vous habitez un quartier prioritaire de la ville. Et pour la personne qui a eu l'ACRE déjà il y a une trentaine d'années et qui est aujourd'hui demandeur d'emploi non indemnisé, si j'ai bien compris, si ça fait au moins 6 mois que vous êtes inscrite dans les 18 derniers mois, vous pouvez rentrer dans les conditions du bénéfice de l'ACRE.
Et juste, je voulais répondre aussi pour les agents immobiliers. Si vous êtes vraiment agent immobilier, vous n'avez pas le droit d'être auto-entrepreneur. Vous ne pouvez l'être que si vous êtes mandataire, c'est-à-dire que vous ne touchez que des commissions au niveau des ventes que vous faites. Et à ce moment-là, vous êtes en prestation de service en BNC. Voilà, pour les quelques questions auxquelles j'avais pas trop pu répondre. On va arriver maintenant sur les prestations. Au niveau de la maladie, il faut savoir que vous avez des prestations. Les remboursements de la sécurité sociale seront exactement les mêmes, quelle que soit votre situation. Que vous soyez demandeur d'emploi ou pas, que vous soyez, en formation, que vous soyez auto-entrepreneur, etc., ça sera exactement la même chose. Ça sera le cas quand vous allez en consultation chez un médecin, un ophtalmo, un dentiste, etc., si vous avez besoin d'acheter des médicaments avec une ordonnance, bien sûr, ou si vous avez aussi besoin d'être hospitalisé. La base sécu de remboursement sera la même pour tout le monde. Et ce qui vient compléter ces remboursements de la sécurité sociale, c'est bien la complémentaire santé, c'est-à-dire la mutuelle. Donc là, comme elle n'est pas obligatoire, contrairement quand vous êtes salarié ou votre employeur est obligé de mettre une mutuelle obligatoire dans l'entreprise, quand vous êtes travailleur non salarié, ça fait partie de ce qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir plusieurs cas. Soit vous avez déjà une mutuelle, soit vous êtes peut-être pour certains en portabilité si vous avez été licencié ou si vous êtes parti de votre travail assez récemment. Attention, les conditions de portabilité quand vous créez une entreprise, appelez bien votre mutuelle pour savoir dans quelles conditions elle s'applique. Ou vous êtes peut-être couvert par une autre personne, ou vous êtes peut-être un peu salarié et vous créez une activité complémentaire et là, vous avez déjà une mutuelle. Donc, ça suffit, peut-être, c'est pas la peine d'en prendre plusieurs, même si c'est pas une interdiction. Mais en tout cas, c'est ça, c'est la mutuelle bien compléter ces prestations qu'on appelle des prestations en nature. En revanche, pour les indemnités journalières maladie, j'en ai un tout petit peu parlé au départ. Quand vous êtes salarié, eh bien, vous êtes remboursé par la partie sécurité sociale et vous avez, pour la plupart d'entre vous, une prévoyance obligatoire dans vos entreprises qui font que ça vient se cumuler. Et pour peu que votre employeur ait mis en place des avantages sociaux un peu plus, c'est-à-dire notamment du maintien de salaire, vous êtes malade ou pas malade, vous touchez la même chose. Là, tout à l'heure, je l'ai dit, la prévoyance, par exemple, n'est pas quelque chose d'obligatoire quand on est travailleur non salarié. Donc, ça veut dire que si volontairement, vous ne contractez pas, si vous ne signez pas un contrat avec une société pour avoir cette prévoyance-là, eh bien, vous n'aurez que le remboursement de la partie sécurité sociale. Et en plus, pour le coup, les indemnités journalières sont calculées en fonction de ce que vous allez gagner et de ce que vous allez cotiser. Et ce sera sur les 3 dernières années. Alors, la première année, il n'y a pas trop de soucis puisqu'il y a 12 mois d'affiliation sur la partie maternité. Donc, pendant ces 12 mois, l'assurance maladie ira chercher ce que vous aviez comme revenu auparavant. Mais une fois que vous aurez dépassé les 12 mois, tant que vous n'avez pas les 3 ans d'existence, l'assurance maladie ira chercher ce qui sera le plus intéressant pour vous. Et après, ça sera bien sur vos 3 dernières années en tant qu'auto-entrepreneur qu'on calculera ces indemnités journalières maladie. Donc, ça veut dire que si vous avez une activité qui, pour tout un tas de raisons, démarre pas tout de suite. Je prends l'exemple d'un mandataire immobilier, par exemple, où on sait que c'est toujours un peu long, le temps de toucher la première commission, le temps que ça se fasse, que ça se vende, que les contrats, que les machins, que ce soit signé, que ça arrive et tout ça, ça prend toujours plusieurs mois. Eh bien, la première année, on peut avoir un chiffre d'affaires qui est assez restreint et c'est normal, c'est pas pour ça que ça va pas marcher plus tard. Mais c'est vrai que si on n'a pas pris de prévoyance en plus, les indemnités journalières risquent quand même d'être assez basses puisqu'il n'y a pas de minima quand on est auto-entrepreneur. Donc, il faut bien vous renseigner sur ce que vous pouvez prendre dès que vous pouvez le prendre, ce contrat de prévoyance pour venir compléter notamment cette partie-là quand vous êtes malade, mais aussi si vous, éventuellement, malheureusement, il y avait une invalidité ou un décès puisque ces contrats de prévoyance ont trois têtes, on va dire, pour venir compléter des indemnités versées par la sécurité sociale. Côté maternité-paternité, en revanche, c'est exactement comme les salariés, c'est-à-dire que d'ailleurs, c'est le même simulateur sur Amélie. Vous avez le même nombre de jours pour les papas, le même nombre de semaines pour les mamans. Et pour les mamans, d'ailleurs, il y a même un petit plus côté travailleurs non salariés, puisque en fonction de vos revenus, vous pouvez avoir aussi une allocation forfaitaire de repos maternel qui sera d'à peu près 4 000 € pour l'année, ce qui est toujours un petit plus quand on attend un bébé.
Et puis, côté accident du travail, maladie professionnelle, là non plus, il n'y a rien de spécifique pour les travailleurs non salariés. Alors, on est en France, hein, donc vos frais de santé sont quand même pris en charge. Si vous avez gagné de l'argent, vous avez droit à des indemnités journalières maladie. Si vous avez pris une prévoyance, vous pouvez avoir un complément. Mais toutes les prestations qui sont vraiment liées à cette particularité de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, il n'y a rien de spécifique, sauf à prendre une assurance volontaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Ce que l'on vous conseille, c'est d'aller voir sur le site Amélie. Vous tapez assurance volontaire, indépendant, accident du travail, maladie professionnelle, et vous allez voir ce qui vous est proposé, sous quelles conditions, et vous voyez avec les contrats de prévoyance qu'est-ce que ça vient compléter, voilà, et vous faites avec ce que vous pouvez pour essayer là aussi de compléter votre protection sociale au maximum. Côté retraite, bien pour ceux en tout cas qui vont être à l'assurance retraite, donc les artisans, comme le disait Alban tout à l'heure, les artisans, les commerçants, les professions libérales non réglementées, vous aurez une formule de calcul pour votre retraite de base. La retraite de base, c'est celle où on a 4 trimestres par an pour en avoir un jour assez et partir à la retraite. Eh bien, ça sera exactement la même formule de calcul. Ça sera 50% des revenus moyens de vos 25 meilleures années de votre carrière professionnelle. Donc, ça pourra être une partie en salarié, une partie en indépendant, ou tout d'un côté ou tout de l'autre. En tout cas, ce sont les 25 meilleures années qui sont prises en charge. Pour ceux qui ou celles qui relèveront de la CIPAV, eh bien, là, les calculs sont un peu différents. Donc, il faudra que vous preniez contact directement avec cet organisme de retraite qui est spécifique pour vos activités. Côté retraite complémentaire obligatoire, là aussi, une petite différence, ce sont des points dans tous les cas. Alors, la CIPAV encore un peu particulier. Pour les autres indépendants, la différence qu'il pourra y avoir, c'est si vous avez un très fort chiffre d'affaires qui pourrait être considéré comme on va dire, quelque chose qui serait considéré comme si vous étiez cadre dans une entreprise, eh bien, là aussi, pour payer un peu moins de cotisations de manière obligatoire, les travailleurs non salariés ont toujours préféré ne pas avoir ce fameux statut cadre quand ils auraient pu l'avoir. Et donc, ils paient moins de cotisations. Donc, forcément, il y a moins de retraite complémentaire. Jusque-là, c'est assez logique. Côté invalidité décès, on est là, comme tout le monde, c'est exactement les mêmes bases. C'est un pourcentage pour la pension d'invalidité. Il y a trois classes d'invalidité. C'est un pourcentage sur le revenu annuel moyen que vous avez eu dans vos 10 meilleures années. Et malheureusement, si c'est un décès, eh bien, il y aura le versement d'un capital aux personnes que vous aurez désignées. Là aussi, côté CIPAV, n'hésitez pas, ils ont aussi des modalités de calcul un petit peu différentes. Donc, n'hésitez pas à voir directement avec eux. Et puis, on peut toujours, si on veut faire plus, prendre des plans d'épargne retraite pour compléter ces retraites de base et obligatoires. Dans un premier temps, très honnêtement, comme vous ne pouvez déduire aucune charge, contrairement à d'autres structures juridiques, eh bien, essayez de prendre plutôt un contrat de prévoyance pour vous protéger vous, parce que si vous n'êtes pas protégé et qu'il vous arrive quelque chose, même pas forcément hyper grave, mais qui ne vous permet pas de travailler pendant un petit moment, eh bien, il faut absolument que vous ayez quelque chose qui vienne compléter vos revenus pour que vous puissiez continuer à vivre et repartir sur votre activité le plus rapidement possible. Pour valider des trimestres de retraite, en fait, quand vous êtes salarié ou quand vous êtes sur d'autres statuts juridiques, il faut cotiser sur un pourcentage, enfin un montant du SMIC, c'est 600 fois le SMIC horaire. Cette année, c'est 7 128 €. Mais comme les auto-entrepreneurs, on ne parle qu'en chiffre d'affaires, eh bien là aussi, ça va être un chiffre d'affaires qu'il va falloir avoir pour valider ces fameux 4 trimestres. Alors, pour ceux qui relèvent de la CIPAV, vous voyez, vous avez les montants à l'euro près. Côté assurance maladie, vous pourrez faire des simulations sur notre site qui s'appelle mon-entreprise.ursaf.fr. Pour autant, je vais quand même vous donner des fourchettes en fonction de vos activités, en les grossissant un petit peu parce qu'il n'y a pas d'arrondi au-dessus. C'est-à-dire que si quand on fait les calculs, on arrive à 3,90, eh ben, ça fera que 3 trimestres et pas 4. Donc, voilà. Donc, il vaut mieux aller un peu plus haut et être sûr d'avoir vraiment ces 4 trimestres de retraite. Donc, en fait, quand vous faites de la vente, il faut faire à peu près 24 700 € de chiffre d'affaires. Quand vous faites des prestations de services en BIC, 14 500. Et quand vous êtes en BNC, entre 11 000 et 11 500 € de chiffre d'affaires, et vous avez vos 4 trimestres
valider et cotiser. Pour la CAF, eh bien, c'est exactement la même chose que quand vous êtes salarié. C'est en fonction du nombre d'enfants que vous avez, en fonction des revenus du foyer. Donc, il n'y a aucune différence avec les salariés. La formation professionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez votre compte CPF d'un côté qui continuera à s'alimenter. Et de l'autre côté, vous avez ce fameux droit ouvert avec les organismes dont j'ai parlé et ces petits pourcentages à payer. Donc, c'est vraiment quelque chose où vous pouvez avoir des aides un peu des deux côtés. Et puis, pour le chômage, comme tout créateur d'entreprise, quel que soit le statut, vous ne cotisez plus à l'assurance chômage. Alors, bien sûr, vous allez garder tous les droits que vous avez acquis auparavant et qui peuvent vous ouvrir des droits, mais vous ne cotisant plus à l'assurance chômage, vous ne vous ouvrez plus de nouveaux droits. Tout à l'heure, il y avait une question entre l'ACRE et l'ARE. Bien sûr, ça se cumule parce que l'ARE, c'est côté France Travail, c'est vos allocations de retour à l'emploi, et l'ACRE, c'est vraiment une aide en début d'activité pour payer moins de cotisations. Et par contre, côté France Travail, quand vous créez une entreprise, vous avez deux choix. Vous avez soit l'ARE, c'est-à-dire le versement de vos allocations en fonction de ce que vous gagnez tous les mois. Et vous avez aussi une partie du capital qui s'appelle l'ARS. Et là, par contre, cette partie de capital qui vous est versée en 2 fois, eh bien, il faut absolument avoir l'ACRE pour pouvoir en bénéficier. Mais autrement, ARE et ACRE, bien évidemment, ça se cumule. C'est géré de 2 manières complètement différentes. Alors, la sortie du dispositif auto-entrepreneur, on va avoir 2 grands cas de figure. Soit le développement de l'entreprise, soit l'absence ou l'arrêt d'activité. Dans le cas du développement de l'entreprise, eh bien, là aussi, on aura 2 possibilités. Soit la bascule volontaire dans le régime réel d'imposition. Alors, c'est quelque chose qui est parfois un peu négligé, et d'ailleurs, dans les questions, on le voit un petit peu. Le régime réel est très avantageux si on a beaucoup de charges et beaucoup de frais, même si on n'atteint pas le seuil limite de chiffre d'affaires pour l'auto-entreprise. Donc, c'est une question qu'on doit se poser à un moment où on va avoir beaucoup de dépenses, et bien de savoir s'il n'est pas plus intéressant tout simplement de basculer au régime réel, même si on pourrait rester auto-entrepreneur, mais ça ne va pas être rentable. Donc la bascule volontaire dans le régime réel, on peut changer de régime, passer du régime micro au régime réel quand on le souhaite en réalité. Enfin, quand on le décide. Alors après, là, il va y avoir 2 possibilités. Au régime réel, passer au régime réel, comme on est sur l'imposition, si on est en cours d'année sans radier l'entreprise, ça sera à effet du 1er janvier de l'année suivante. Et dans le cadre d'une radiation, eh bien là, il faut radier et réimmatriculer. Le deuxième cas de figure, c'est le dépassement des seuils de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. C'est quelque chose qui a été quand même assoupli. On vous a indiqué des plafonds de chiffre d'affaires, mais le passage automatique au régime réel ne se fera que si le dépassement a lieu 2 années consécutives. Et puis, à l'inverse, c'est bien si on n'a pas d'activité ou très peu d'activité ou pas du tout d'activité. Si le chiffre d'affaires déclaré à 0, on l'a bien dit, il faut faire des déclarations, mais si pendant 2 ans, vous faites des déclarations à 0, eh bien là, on va automatiquement radier votre auto-entreprise. On va considérer que si il n'y a pas eu 1 euro qui est rentré dans la caisse de l'entreprise en 2 ans, il n'y a pas d'activité, donc on va radier purement et simplement l'entreprise, vous recevrez une notification. Alors, ce qui ne vous empêchera pas de recréer une entreprise 6 mois, 1 an, 2 ans après, mais en tout cas, voilà, chiffre d'affaires à 0, radiation, et la cessation d'activité, tout simplement, si vous ne voulez plus exercer, vous ne pouvez plus exercer, et bien là, il faudra impérativement retourner sur le guichet unique, effectuer votre cessation d'activité qui est gratuite pour les auto-entrepreneurs, afin, comme pour l'immatriculation ou pour des modifications, que tous les organismes, c'est-à-dire l'URSSAF, le Centre des impôts, l'INSEE, bien sûr, la caisse retraite, la caisse maladie, soient informés de votre cessation d'activité en tant qu'auto-entrepreneur. Donc ça, c'est très important à faire si vous voulez cesser votre activité pour que tous les organismes soient informés. Au niveau des services en ligne, alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, et puis il y a eu des questions où on me demandait de repréciser un certain nombre de choses. Sur les services en ligne, vous avez donc soit le site autoentrepreneur.sr.fr, j'ai mis le lien pour la création d'un compte, ou l'application mobile sur smartphone, Play Store ou Apple Store. Et là, en créant votre espace en ligne, eh bien, vous allez avoir accès
à ces services qui sont l'historique de vos déclarations, la possibilité bien évidemment de déclarer votre chiffre d'affaires et payer vos cotisations, c'est la fonction principale. Indiquer les dates de déclaration et de paiement, donc là vous verrez vos dates d'exigibilité au cas par cas. Télécharger les attestations, une attestation d'immatriculation, l'attestation fiscale, l'attestation de vigilance qui peut vous être demandée souvent, donc l'attestation de chiffre d'affaires et de contribution à la formation professionnelle pour ouvrir les droits à la formation. Toutes ces attestations, vous allez pouvoir les télécharger automatiquement via votre application ou l'espace en ligne. Et puis les échanges avec l'URSSAF, dès lors que vous avez créé votre espace en ligne, eh bien, le circuit à privilégier pour échanger, ça va être la messagerie directement via votre espace en ligne, où généralement les réponses sont effectuées sous 2 à 3 jours. Au niveau de l'accompagnement, eh bien, on a développé depuis 2 ans maintenant un service qui s'appelle Mes premiers mois avec l'URSSAF. C'est un accompagnement pour les auto-entrepreneurs qui dure 9 mois à partir du démarrage de l'activité, qui est gratuit et qui permet bien de recevoir une offre de rendez-vous avec un interlocuteur dédié, une newsletter tous les mois pour vous informer des grandes étapes, les échéances importantes, et puis vous recevrez aussi des liens à participer à des webinaires thématiques sur l'auto-entreprise si vous êtes auto-entrepreneur. Donc l'inscription est très simple, elle est gratuite, c'est ursaf.fr/mes premiers mois. Alors on le dit parce que ça existe, même si vous n'êtes pas forcément concerné en tant qu'auto-entrepreneur. Bon, l'accompagnement pour la première embauche, normalement, l'embauche pour un auto-entrepreneur, c'est pas interdit, mais ça n'a pas tellement de sens économiquement parlant. L'accueil commun qui se développe, alors ça va dépendre des régions, mais au moins avec un accueil commun de premier niveau sur la protection sociale, la maladie, la retraite, la famille. Et puis, l'accompagnement des entreprises en difficulté. Si vous êtes en difficulté, je le dis là de façon générale, mais Agnès va aussi vous parler de l'action sociale juste après. Le premier réflexe, si vous êtes en difficulté, d'abord, c'est de se manifester. C'est de ne pas rester entre guillemets dans son coin. Et dès les premières difficultés, eh bien, il faut se manifester pour qu'on puisse trouver des solutions. Les plus simples dans un premier temps, ça peut être tout simplement des délais de paiement s'il y a une difficulté à payer vos cotisations. Mais il va exister aussi, si on est en difficulté plus importante, un autre dispositif qu'Agnès va vous présenter immédiatement. Oui, alors encore une fois, je vais répondre à une ou deux questions parce que je pense qu'il y a un petit... une incompréhension concernant la partie, la première année. La première année, ce n'est pas que vous ne payez pas de cotisation, c'est que si vous encaissez du chiffre d'affaires, vous payez un taux réduit de cotisation de 50% si vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Donc, si vous payez zéro, mais c'est normal puisque vous n'encaissez aucun chiffre d'affaires et c'est le principe de l'auto-entrepreneur. En revanche, si vous encaissez du chiffre d'affaires, vous allez payer le taux diminué de 50% en fonction de votre activité, vente ou prestation de services ou activité libérale. Donc, ça veut dire que si vous voulez, puisque la question c'était si j'arrête, est-ce que je dois payer les 2 dernières années? En fait, vous payez au fur et à mesure de ce que vous encaissez, soit avec un taux plein, soit avec un taux réduit en fonction du moment où, de la création. Donc, si vous souhaitez radier votre auto-entreprise, il faudra simplement vérifier que le dernier chiffre d'affaires que vous avez encaissé, vous l'avez bien déclaré, que vous aviez bien payé vos cotisations sur ce chiffre d'affaires encaissé. Et après, c'est tout. Il n'y a pas de rétroactivité sur avant. Et l'ACRE, on est bien d'accord. Alors, l'ACRE, je fais juste un petit rappel parce que j'étais en train d'essayer de répondre. Je ne sais pas si tu l'as reprécisé. L'ACRE ne s'applique pas du tout en Outre-mer, encore une fois, parce que vous avez des taux réduits qui sont très différents qui sont appliqués d'une manière différente. Donc, vous n'avez pas l'ACRE, mais vous avez d'autres avantages qui le compensent largement. Donc, ça, c'était la première question à laquelle je voulais répondre. J'espère que c'est clair. Je crois que c'était pour Christelle Montaigne, si je me souviens bien. Et d'autre part, simplement aussi de dire, effectivement, aujourd'hui, vous êtes obligé
d'avoir votre attestation d'affiliation en tant qu'auto-entrepreneur que vous recevez dans les 4 à 6 semaines de la part de l'URSSAF avec un numéro interne de gestion chez nous pour pouvoir créer votre espace en ligne et accéder à l'ensemble des dispositifs. Donc, en fait, quand vous allez immatriculer, juste pour revenir là-dessus, quand vous allez immatriculer votre entreprise sur le guichet unique de l'INPI, vous avez dans un premier temps, si vous le faites tout seul, vous avez d'abord une synthèse de dépôt. Ensuite, vous avez une synthèse définitive validée. Ça veut dire que tous les organismes ont été prévenus et ont validé. Et sur ce document, vous avez déjà votre numéro SIRET, donc vous pouvez commencer à faire des devis, facturer, etc. Et vous allez recevoir 4 courriers. Faites attention, tout le reste, ça risque d'être des arnaques, surtout si on vous demande de l'argent, ne payez pas, commencez par ne pas payer et demandez s'il faut le faire ou pas. Mais la plupart du temps, quand c'est en début d'activité, c'est plutôt des tentatives d'essayer de vous faire payer des choses qui ne vous concernent pas forcément. Et donc, vous allez recevoir 4 courriers. Un courrier de l'INSEE avec votre numéro SIRET et votre code NAF, votre code d'activité, votre code APE, tout ça, c'est la même chose. Vous allez recevoir une attestation d'affiliation à la sécurité sociale avec le logo de l'URSSAF, l'assurance maladie, l'assurance retraite. Vous allez recevoir un document des impôts pour la fameuse cotisation foncière des entreprises, même si c'est que pour l'année suivante, il faut quand même le compléter. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de pages, mais en fait, il y a 3-4 réponses à apporter avec votre création d'activité, vos coordonnées, le nombre de mètres carrés que vous désignez, enfin, que vous réservez pour votre activité. Alors, si c'est le cas et que c'est juste une pièce, 9 mètres carrés max, comme ça, vous êtes sur la cotisation foncière de base. Ce n'est pas la peine non plus de mettre 50 cm², ça ne changera pas sur le prix. Et dans les 4 à 6 semaines, ce dernier courrier, cette attestation d'affiliation en tant qu'auto-entrepreneur au niveau de l'URSSAF, plus l'ACRE si vous l'avez demandé entre-temps, et qui vous permet d'avoir accès et de commencer à faire vos déclarations sur le site ou sur l'appli mobile, comme le disait Alban tout à l'heure. Et juste pour finir, attention sur la portabilité, oui, éventuellement, ça peut arrêter. Demandez vraiment à votre mutuelle si les conditions de la portabilité, il y en a beaucoup, ça peut être 3 mois renouvelable 4 fois, ça peut être 6 mois renouvelable 1 fois, ça peut être 1 an. Ça peut s'arrêter si vous créez une entreprise, ça dépend comment ça a été négocié, ou ça peut ne pas s'arrêter. Donc, il vaut mieux le savoir avant, en fait. Donc, voilà, il vaut mieux poser la question, comme ça, on est sûr de ce qui se passe. Alors, pour revenir sur le réflexe et sur l'action sociale, évidemment, quand on n'a pas encore créé ou quand on vient juste de créer, ce n'est pas ce à quoi on pense forcément, et tant mieux, et ce n'est pas l'idée, et si vous pouvez vous en passer toute la vie de votre entreprise, ça sera tant mieux, mais en revanche, ce n'est pas grave non plus. C'est comme dans la vie d'une entreprise, hein, il peut y avoir des hauts, des bas, eh bien, on sera là aussi, alors déjà, pas que nous, mais bien sûr, si au départ, c'est un peu plus long, pour démarrer, si vous êtes plutôt en fin de droit, si vous n'avez pas d'autres revenus, vous pouvez aussi bénéficier éventuellement de la complémentaire santé solidaire auprès de l'assurance maladie pour venir remplacer la mutuelle si vous n'avez vraiment pas de revenus. C'est dans les mêmes conditions que les salariés, donc les montants sont les mêmes pour pouvoir en bénéficier ou pas. Vous pouvez aussi avoir éventuellement la prime d'activité ou les allocations logement, ça sera à voir avec la CAF en fonction là aussi de vos revenus. Et puis au niveau de l'URSSAF, on a repris aussi il y a 5 ans maintenant, un petit peu plus, toute la partie action sociale qui était gérée par les organismes qui géraient les indépendants auparavant. Et donc, nous aussi, de notre côté, en fonction de ce qu'il arrive, on peut vous aider avec des aides financières. On peut vous aider avec une aide financière spécifique, malheureusement, qu'on a été obligé de créer, notamment pour tout ce qui est un peu catastrophe naturelle, inondation, intempéries, tempêtes, etc., etc. Je pense qu'on a à peu près tout eu depuis qu'on l'a repris, depuis le Covid, en gros. Et puis, on peut aussi faire des demandes de délai un peu plus longs. On peut aussi prendre en charge un certain nombre. En tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, la CIPAF peut avoir aussi de l'action sociale. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se renfermer sur soi. Ce n'est pas une honte d'avoir des problèmes dans son entreprise. Ça arrive au moins une fois, je pense, dans toute entreprise. Mais si on s'y prend très tôt, que ce soit avec nous, avec nos partenaires très proches ou avec des partenaires avec qui on est aussi un peu plus éloignés, il peut y avoir des aides. En tout cas, le principal, c'est de savoir comment vous allez vous en sortir. Et ce n'est pas se dire « non, je ne veux pas en parler aux autres ». Bref, on s'en fiche les autres. C'est vous qui êtes important, c'est votre entreprise qui est importante. Donc, il faut tout faire pour que vous puissiez continuer à l'exercer. Et donc là, il faut en parler le plus vite possible.
Alors après, je ne sais pas s'il y en a qui vont éventuellement se déplacer à l'étranger pour leur entreprise, ou qui éventuellement vont aller chercher du matériel à l'étranger, ou aller sur des salons, ou aller voir des clients, etc., etc. En fait, ce qu'il faut savoir simplement, c'est que lorsque vous partez pour votre job à l'étranger, eh bien, il faudra contacter notre service mobilité internationale depuis votre espace en ligne. Justement, vous avez une rubrique qui s'appelle « Je pars travailler à l'étranger » pour savoir, en fonction du pays où vous allez aller, en fonction du temps où vous allez y rester, en fonction du nombre de fois où vous allez y aller, etc., et des accords bilatéraux que l'on a ou pas, eh bien, comment votre protection sociale va vous suivre, qu'est-ce que vous allez devoir avoir comme document. En tout cas, il faudra poser la question. Quelquefois, il faut des dérogations. Alors, les pays ne sont pas obligés de répondre en 24 heures, donc prenez un petit peu d'avance. Nous prévenez pas la veille pour qu'on fasse ces demandes-là. Malheureusement, il y a encore des pays avec lesquels on n'a pas d'accord bilatéral. Donc là, à part les assurances privées, il n'y a rien d'autre. Mais essayez de vous protéger aussi au maximum. On ne sait jamais ce qui peut arriver et c'est souvent plus compliqué encore à l'étranger qu'ici. Et si vous voulez avoir aussi d'autres informations, vous avez un site qui s'appelle CLES.fr, je le mets dans la conversation, c'est le Centre de liaison européenne internationale pour la sécurité sociale, où sur ce site, vous pouvez retrouver tous les accords bilatéraux ou pas que l'on a avec les pays pour voir un petit peu comment ça se passe. Ensuite, vous allez bien sûr pouvoir aussi nous contacter. Alors, Alban en a parlé. Il y a d'abord vraiment, dès que vous avez votre SIRET, il y a mes premiers mois avec l'URSSAF auxquels vous pouvez adhérer. Ça, c'est vraiment une aide en début d'activité. Dans tous les cas, vous aurez votre espace en ligne sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou sur votre appli mobile auto-entrepreneur. Vous pouvez prendre des rendez-vous si vous le souhaitez. Dans certaines URSSAF, vous avez des demi-journées ou des journées où on reçoit sans rendez-vous, mais on peut prendre aussi d'autres rendez-vous en ligne ou par visio, selon vos régions là aussi. Et puis, on a le 3698, qui est un service gratuit plus prix d'appel, alors avec bien évidemment la possibilité de nous appeler pour avoir des renseignements complémentaires. Au niveau de ce que vous allez pouvoir avoir comme lien utile, alors je parle d'abord des sites. Quand vous allez chercher de l'information, essayez plutôt toujours d'aller sur des sites officiels. Vous voyez, on vous en a mis un certain nombre. Faites attention toujours à ce que vous pouvez trouver sur Insta, sur les réseaux divers et variés, etc., etc. C'est toujours, quelquefois, les réponses, nous, on peut le voir, sont pas toujours adaptées. Et puis, nous, de notre côté, on a aussi une chaîne YouTube où, à partir du site auto-entrepreneur.ursaf.fr, sur la page d'accueil, vous avez vraiment tous les accès. Sur nos tutos, nos vidéos. On a une vidéo qui reprend les 10 étapes. Vraiment, vous allez avoir les principales informations les bonnes questions qu'il faut se poser en fait avant de créer. Vous aurez aussi nos webinaires sur la création d'entreprise où pendant 1 heure, on reprend un peu ce qu'on a dit avec Alban aujourd'hui sur l'auto-entrepreneur. On va être aussi sur les réseaux sociaux avec soit plutôt la partie pédagogique, soit la partie un peu décalée avec une approche un peu différente sur TikTok, soit aussi sur LinkedIn, sur la partie plutôt employeur ou institutionnel. Et puis, pour aussi vous indiquer tout ce vers quoi on va, tous les événements auxquels on participe, pour vous donner en direct également des informations. Donc, n'hésitez pas à regarder non plus quand vous serez inscrit les actualités qu'on met sur la page d'accueil du site auto-entrepreneur. N'allez pas directement dans la partie déclarative pour pas louper une partie des informations et des actualités qu'on pourrait mettre en ligne et qui pourraient vous intéresser. En tout cas, voilà, on essaie vraiment de vous donner le maximum d'informations par beaucoup de canaux. Sauf qu'il faut un peu nous aider en allant les lire parce qu'autrement, ça, on pourra pas le faire pour vous. Je ne sais pas, Stéphane, si tu es là, on va peut-être prendre encore à l'oral, peut-être quelques questions. Ouais, si tu as pu bien sûr, merci Agnès. En effet, là, on a fini avec la présentation. Là, on a juste remis les coordonnées de l'ADI pour toutes les personnes qui ont suivi et qui souhaitent en savoir plus sur notre accompagnement et le financement.
Est-ce que vous m'entendez bien? Quelques Oui, personnes ont dit très le son, mais OK, super. Donc voilà, nous l'a dit, on peut vous accompagner dans la création de votre micro-entreprise. Ça a été le sujet du jour. Et on peut aussi vous financer pour la création ou le développement de votre entreprise, jusqu'à un financement maximum de 15 000 €. On peut intervenir pour du stock, pour de la marchandise, pour des véhicules, pour de la trésorerie et pour une grande variété de différents statuts ou de différents régimes. On a encore, voilà, je vais vous envoyer quelques petits liens sur l'ADI si vous avez encore, voilà, quelques petites questions à propos de la présentation et sur ce qui a été dit. J'avais vu notamment des questions sur est-ce que c'est possible de créer une micro-entreprise en étant stagiaire? Oui, bien sûr. Tout à fait. Des questions sur la domiciliation. On en a Ouais, vous en avez Alors moi, je parlé. vais en reprendre 2 là peut-être. Ouais. En fait, la personne qui a pas de nouvelles de son dossier, il faudrait déjà, je crois que c'était Estelle Tran, je l'ai plus parce que ça a bougé. Il faut que vous regardiez déjà sur le site de l'INPI si vous avez une synthèse de dépôt uniquement ou une synthèse définitive validée. Si c'est juste une synthèse de dépôt, c'est il y a quelque chose qui n'est pas validé par quelqu'un quelque part en fonction de votre activité. Peut-être c'est la chambre de métier ou ou le greffe du tribunal. Dans ce cas-là, il faut que vous appeliez vraiment l'INPI pour savoir où ça en est. Si vous avez une synthèse définitive validée, à ce moment-là, si vous avez une synthèse définitive validée, il faut effectivement voir depuis combien de temps elle est validée. Et comme je vous le disais tout à l'heure et comme Alban l'a dit également, je pense, il faut à peu près 4 à 6 semaines avant que votre compte soit créé. Donc, vous êtes peut-être dans ce délai-là. Donc, ne vous inquiétez pas, mais vous avez des solutions. Soit vous n'avez toujours pas votre synthèse définitive validée et c'est plutôt soit une validation chambre de métier, greffe du tribunal qui n'est pas faite, ou c'est un problème à l'INPI, donc c'est plutôt de leur côté, je dirais, si c'est une activité artisanale ou commerciale. Ou autrement, c'est peut-être que le délai des 4 à 6 semaines n'est pas encore passé. Après, oui, bien sûr, vous pouvez cumuler un emploi en CDI ou en CDD et avoir une auto-entreprise. Il n'y a aucun souci pour ce cumul-là. Ensuite, j'avais vu autre chose aussi. Je ne sais pas, Stéphane, si tu as pris d'autres questions. Il y a une question sur laquelle je voulais repréciser parce qu'elle est revenue pas mal de fois. J'ai parlé de l'ACRE dans un premier temps. Agnès, tu as aussi redonné quelques précisions, mais sur la date de début de l'effet de l'ACRE, c'est la date de l'immatriculation d'entreprise et pas quand vous allez commencer à déclarer du chiffre d'affaires. Donc effectivement, il ne faut pas trop anticiper l'immatriculation de votre entreprise. Si vous pensez être éligible à l'ACRE, il faut créer l'entreprise quand on est quand même très proche et un peu dans les starting blocks pour recommencer à encaisser du chiffre d'affaires. Sinon, comme ça a été dit plusieurs fois dans le chat, vous avez l'impression, entre guillemets, de perdre le bénéfice. C'est parce que s'il se passe des semaines ou des mois où vous n'encaissez pas de chiffre d'affaires, effectivement, l'ACRE, c'est au démarrage, à la date de début de la création de l'entreprise. Alban, est-ce que tu as mis les liens pour les diaporamas Adobe? Je les ai mis plusieurs fois. J'ai mis plusieurs fois. Il y a une personne qui le demandait encore, du coup, OK. Je les ai mis au moins 3 fois. Moi, j'ai pas eu le temps. Okay. Je viens de les remettre à nouveau. Ils seront à toutes les personnes qui ont suivi la webconférence recevront un mail avec le replay, le lien du guide là sur Auto-entrepreneur URSSAF et les informations pour prendre rendez-vous avec l'ADI et pour découvrir nos différentes modules d'accompagnement. Alors, je réponds à 2 questions si j'ai encore le temps. Oui, alors, l'INPI demande de payer des frais de 39 ou 59 €. Non, ça, c'est pas normal. Vous êtes passé par quelque chose qui ne va pas. La création d'un auto-entrepreneur, c'est gratuit si vous le faites tout seul. Les seuls frais que vous pourriez avoir, c'est si vous êtes accompagné par la chambre de métier ou la chambre de commerce qui sont des mandataires pour l'INPI et qui vous accompagnent, où là, c'est fait dans la journée. Mais effectivement, il y a un coût d'accompagnement, mais qui n'est pas celui-là, qui est de à peu près 110 €, 110, 113 €. Mais si on vous demande des frais de l'INPI, ce n'est pas possible. Ou alors, il y a quelque chose qui ne va pas ou ce n'est pas une création. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on en revient toujours à l'ACRE. L'ACRE, quand vous allez créer votre entreprise, vous allez l'immatriculer, vous êtes prêt à y aller.
vous allez faire votre immatriculation sur le guichet unique de l'INPI. Encore une fois, je l'ai dit, Alban m'a dit aussi, soit vous ne mettez pas une date de début d'activité. Je crée aujourd'hui. Je prends l'exemple. On est, je ne sais plus quoi. On est le 2. On est le 2 juin. Mais je veux commencer que le 1er juillet parce que je sais que l'ACRE, si je commence le 1er juillet, je l'aurai jusqu'au 30 juin 2026. Donc, comme je suis en juin, je peux faire cette anticipation. Je fais mon immatriculation sur le guichet unique de l'INPI aujourd'hui, 2 juin, mais dans la question qui m'est posée, date de début d'activité, je complète cette date et je mets 1er juillet 2025. À ce moment-là, vous allez aussi demander l'ACRE une fois que vous avez terminé votre immatriculation sur le site de l'INPI, puisque effectivement, ça se fait au moment de l'immatriculation et ça ne partira qu'à partir du 1er juillet. En revanche, vous créez aujourd'hui et vous ne mettez pas de date, mais votre activité fait qu'elle commence que dans 6 mois, et bien, ça sera la date d'aujourd'hui qui sera prise en compte. C'est vraiment, soit c'est le jour où vous immatriculez, soit c'est le jour que vous mettez en date de début d'activité, sachant que vous ne pouvez pas le faire plus tôt que pour le mois suivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une immatriculation aujourd'hui en disant « je démarre le 1er novembre ». C'est aujourd'hui pour le 1er juillet. Je ne sais pas si c'est plus clair pour la personne qui posait encore la question de savoir s'il fallait le faire au moment. Je n'ai pas vu du coup les dernières questions, si on avait encore 1 minute ou 2. Si j'ai créé au 1er septembre, est-ce que ça va jusque 2026 ? Non, si vous avez créé au 1er septembre, vous l'aurez jusqu'au 30 juin. En fait, Alban vous l'a dit tout à l'heure, c'est si vous commencez en janvier, avril, juillet, octobre, ce sont les 4 premiers mois de chacun des trimestres civils que l'on a ici. Dans ce cas-là, si vous commencez le 1er janvier, vous l'avez jusqu'au 31 décembre. Si vous commencez le 1er avril, vous l'avez jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Si vous commencez le 1er juillet, vous l'avez, vous commencez le 1er juillet 2025, vous l'avez jusqu'au 30 juin 2026. Et si vous commencez le 1er octobre 2025, vous l'aurez jusqu'au 30 septembre 2026. Si vous commencez en fin de trimestre, c'est-à-dire les mois de mars, de juin, de septembre ou de décembre, vous l'avez que jusqu'à la fin du trimestre précédent. C'est-à-dire si je commence là en juin, je l'aurai que jusqu'au 31 mars 2026. Si je commence en septembre, je l'aurai jusqu'au 30 juin 2026. Si je commence en décembre, je l'aurai jusqu'au 30 septembre 2026. Et si je commence en mars 2026, je l'aurai jusqu'au 31 décembre 2026 de la même année. C'est vraiment 3 trimestres civils complets plus celui en cours de la création. Donc, soit ça fait 12 mois, soit au minimum, ça fait 9 mois. Stéphane, je ne sais pas si tu voulais encore prendre une… Je pense que là, on arrive au terme de la présentation. Je sais qu'il y aura toujours d'autres questions. Il y a évidemment le guide de l'URSSAF et plein d'autres ressources que vous pourrez trouver en ligne. En tout cas, un grand merci à tous les deux, Agnès et Alban, pour la qualité de votre intervention et votre soin apporté pour pouvoir apporter des réponses à toutes les personnes qui nous ont suivis. Il y a eu beaucoup de commentaires, on vous en remercie. Merci pour avoir rendu cette conférence très vivante et très interactive. On est ravis de pouvoir toujours compter sur vous pour ces webconférences ensemble. N'hésitez pas à consulter les autres webconférences qui arrivent toute la semaine sur des thématiques diverses et on en organise même un petit peu chaque mois, hors des temps un petit peu intenses comme ça de campagne, comme on les appelle chez nous. N'hésitez pas aussi à prendre contact, à appeler le numéro qui s'affiche à l'écran pour en savoir plus sur l'ADI. On est là pour pouvoir vous répondre de 8h à 18h. Et je vous souhaite à tous et toutes une bonne suite de journée, de semaine, et à très bientôt pour de nouvelles conférences de l'ADI. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.